Et si je vous disais que votre argent ne vous appartient pas vraiment, que derrière chaque billet dans votre portefeuille se cache un système de contrôle mondial orchestré par une poignée de banquiers? Bienvenue dans l'analyse des théories qui concernent les banques centrales. Salut à tous et bienvenue sur une autre version. Aujourd'hui, nous explorons l'une des théories les plus complexes et persistantes, celle qui entoure le système des banques centrales mondiales. Chaque jour, nous utilisons de l'argent sans vraiment nous poser de questions. Mais d'où vient-il? Qui le contrôle? Et surtout, qui décide de sa valeur? Ces questions apparemment simples cachent en réalité un système financier d'une complexité redoutable. Pour certains, les banques centrales comme la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne ou la Banque d'Angleterre ne sont que des institutions neutres chargées de réguler l'économie. Mais pour d'autres, elles constituent les rouages d'un système de contrôle mondial orchestré par une élite financière. Création monétaire artificielle, manipulation des taux d'intérêt, crise économique programmée, appauvrissement des classes moyennes, les accusations sont lourdes et les théories nombreuses. Famille Rothschild, groupe Bilderberg, banquiers Illuminati, ces noms reviennent constamment dans les théories financières. Mais que dit vraiment l'histoire de ces institutions? Comment fonctionnent-elles réellement? Et surtout, jusqu'où va leur pouvoir? C'est ce que nous allons analyser ensemble. L'histoire des banques centrales modernes commence véritablement au XVIIe siècle, avant la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Cette institution privée obtient le privilège de prêter de l'argent au gouvernement britannique contre des intérêts, établissant le modèle qui sera reproduit dans le monde entier. Aux États-Unis, le débat sur la banque centrale est intense dès la fondation du pays. Thomas Jefferson et Alexander Hamilton s'opposent violemment sur cette question. Deux tentatives de banque centrale échouent au XIXe siècle, souvent suite à des oppositions politiques virulentes. La création de la Réserve fédérale américaine en 1913 marque un tournant décisif. Cette institution, techniquement privée mais régulée par l'État, obtient le monopole de l'émission monétaire. Sa création fait suite à plusieurs crises financières, notamment la panique de 1907. Parallèlement, les grandes dynasties bancaires européennes comme les Rothschild, les Warburg et les Rockefeller accumulent des fortunes colossales et une influence considérable sur les gouvernements. Leurs réseaux s'étendent à travers l'Europe et l'Amérique. Le XXe siècle voit la généralisation du modèle des banques centrales. Les accords de Bretton Woods en 1944 établissent un système monétaire international basé sur le dollar américain, lui-même adossé à l'or. En 1971, Nixon abandonne la convertibilité hors dollar, créant le système monétaire actuel basé sur la confiance. Depuis, les banques centrales ont gagné en pouvoir et en indépendance. Elles pilotent les politiques monétaires, fixent les taux d'intérêt et interviennent massivement lors des crises économiques. Selon les institutions financières et les gouvernements, les banques centrales sont des organismes indispensables à la stabilité économique moderne. Leur mission principale est de maintenir la stabilité des prix et de lutter contre l'inflation. Elles régulent la masse monétaire en circulation, fixent les taux d'intérêt directeurs et supervisent le système bancaire pour éviter les crises. Les banques centrales agissent en toute indépendance politique pour éviter que les gouvernements ne financent leurs dépenses en créant de la monnaie, ce qui provoquerait de l'hyperinflation. Cette indépendance est présentée comme une garantie de stabilité économique. Lors des crises, elles jouent le rôle de prêteur en dernier ressort, injectant des liquidités pour éviter l'effondrement du système financier. Les interventions lors de la crise de 2008 ou de la pandémie de Covid-19 sont présentées comme des sauvetages nécessaires de l'économie mondiale. Le système monétaire international actuel, coordonné par des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, permet, selon cette version, les échanges commerciaux mondiaux et la croissance économique. Les dirigeants de ces institutions sont présentés comme des technocrates compétents, sélectionnés pour leurs qualifications économiques plutôt que pour leurs connexions politiques ou financières. Malgré ces explications officielles, plusieurs éléments alimentent les interrogations sur le système des banques centrales. De nombreuses banques centrales ont un statut hybride, ni totalement public, ni totalement privé. La Réserve fédérale américaine appartient techniquement à des banques privées qui élisent certains de ses dirigeants. Cette structure pose question sur les véritables intérêts servis.
Le processus de création monétaire moderne, où les banques créent de l'argent simplement en accordant des crédits, semble défier le sens commun. Cette magie de la création monétaire est peu comprise du public et génère des suspicions. Les dirigeants des banques centrales viennent souvent du secteur bancaire privé et y retournent après leur mandat. Ces portes tournantes posent la question des conflits d'intérêts et de l'indépendance réelle de ces institutions. Les politiques de taux bas et d'assouplissement quantitatif bénéficient principalement aux détenteurs d'actifs financiers, creusant les inégalités. Cette socialisation des pertes et privatisation des profits interroge. Les décisions des banques centrales sont prises dans le secret, leurs procès-verbaux étant publiés avec des années de retard. Cette opacité alimente les soupçons sur leur véritable motivation. Malgré la sophistication supposée de la régulation, les crises financières se succèdent régulièrement. Cette récurrence pose question sur l'efficacité réelle ou les intentions cachées du système. Les théories alternatives sur les banques centrales se déclinent en plusieurs variantes. Selon cette version, les banques centrales seraient contrôlées par un petit groupe de familles bancaires millionnaires. Rothschild, Rockefeller, Warburg. Ces dynasties auraient organisé un système leur permettant de s'enrichir en prêtant aux États contre des intérêts, créant une dette perpétuelle. Cette théorie affirme que les banques centrales créent volontairement des bulles spéculatives, puis les font éclater pour racheter des actifs à bas prix. Les crises ne seraient pas accidentelles, mais programmées pour concentrer la richesse. Abandonner l'étalon or aurait été un piège pour permettre une création monétaire illimitée. Le système actuel, basé uniquement sur la confiance, permettrait aux banquiers de créer de la richesse fictive et de s'approprier la richesse réelle. Les banques centrales auraient créé un système où États et particuliers sont perpétuellement endettés. Cette dette croissante permettrait un contrôle politique et social total, transformant les citoyens en esclaves économiques. Les banques centrales seraient les instruments d'un gouvernement mondial secret. Des organisations comme le groupe Bilderberg ou le Forum économique mondial coordonneraient les politiques pour établir un nouvel ordre mondial. L'objectif final serait la création d'une monnaie mondiale unique, permettant un contrôle total de l'économie planétaire. Les crises monétaires actuelles prépareraient cette transition. Le système des banques centrales modernes soulève des questions légitimes sur la démocratie économique et la répartition du pouvoir financier. Il est indéniable que les banques centrales possèdent un pouvoir considérable et que leurs décisions affectent la vie de milliards de personnes. Leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique peut être questionnée quand elle se traduit par une dépendance vis-à-vis du secteur financier privé. Les portes tournantes entre institutions publiques et privées, l'opacité des processus décisionnels et l'impact inégalitaire des politiques monétaires sont des préoccupations réelles qui méritent un débat démocratique. Ce qui est certain, c'est que le système monétaire actuel bénéficie davantage aux détenteurs de capitaux qu'aux travailleurs. Cette réalité structurelle n'a pas besoin de théorie pour s'expliquer. Elle découle logiquement des règles du jeu capitaliste. La meilleure réponse aux dérives du système financier n'est pas de chercher des boucs émissaires, mais d'exiger plus de transparence, de régulation démocratique et de justice fiscale. Les citoyens ont le droit de comprendre et d'influencer les politiques qui affectent leur vie quotidienne. Plutôt que de subir passivement les décisions des technocrates, nous devons nous réapproprier les questions économiques et monétaires. Car au final, l'argent n'est qu'un outil social qui devrait servir l'intérêt général, pas une minorité privilégiée. Et vous, que pensez-vous du système des banques centrales ? Faut-il plus de transparence et de contrôle démocratique ? Ou ces institutions sont suffisantes telles qu'elles sont ? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a éclairé et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines théories. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.